continuer avec ce colloque qui a démarré de façon très intense et intéressante. Il me revient de présider la deuxième table de cette journée. Elle réunit in presentia un psychanalyste connu pour ses positions marquées et critiques vis-à-vis de certains changements effectués ou à venir au niveau du droit. Et deux avocates, Madame Michèle Hidens, qui a participé au mouvement de libération féminine aux côtés d'Antoinette Cook et a été très proche d'elle, qui est décédée l'année dernière. Elle va nous parler d'ailleurs de l'œuvre d'Antoinette Cook. Madame Nathalie Bougerada, avocate de famille, elle est proche de l'association Clara et elle a notamment été, tant que cela a concerné le droit français, l'avocate du couple Ménesson, que vous connaissez tous puisque ils ont publié leur et c'est un des exemples paradigmatiques de la GPA en France. Madame Maître Bougerada est auteure de nombreux articles, a une expérience sur le terrain, de ce que le sujet du droit, qui n'est pas le sujet de l'inconscient, produit dans le cadre et dans une période comme la nôtre, où le droit et la science produisent des changements au niveau du sujet que nous traitons. Mais les produisent-ils vraiment? Personnellement, compte tenu de ce que j'entends au cabinet, je me pose sérieusement la question. La psychanalyse aime la différence entre les signifiants, la différence absolue, la différence entre père et fils, époux et épouse, différence entre sexualité masculine et féminine. Cette loi, mais plutôt les demandes des sujets réunis, interroge le psychanalyste qui entend là une demande de tous pareils, pour tous le même. Démocratie oblige. Sommes-nous devant un changement de paradigme? Est-ce la psychanalyse incapable de suivre ces changements, outre qu'en se prononçant pour ou contre? Les exposés de nos deux avocates, ainsi que celui de Jean-Pierre Winter, le psychanalyste qui va parler à cette table, psychanalyste à l'œuvre prolifique et très variée. Je ne pourrais pas en aucun cas donner toute la liste de ses ouvrages, mais il a touché aussi bien à la langue et la psychanalyse qu'au droit. Il a parlé également des origines de la psychanalyse et des rapports de Freud au judaïsme. Et surtout, en ce qui nous réunit aujourd'hui, il a été lui-même sollicité par diverses commissions sur la filiation, en tout cas les trois les plus importantes. Les lois de bioéthique de 2004 et 2009 ont arrêté d'une certaine manière, ou voulu arrêter, les changements plus qu'autre chose par des consensus ou par des interdictions. Les lois autorisant la GPA dans des pays transfrontaliers permettent aux Français de la pratiquer ailleurs qu'en France. Ceci entraîne des problèmes d'une complexité très importante au niveau des lois et au niveau de notre pratique clinique. Ainsi, de façon parfois confusionnante, l'acceptation de la GPA par la loi amène à des discussions sur l'état civil, la nationalité et la filiation qui sont parfois confondus et qui sont des sujets très différents. Ce dernier point, très important, la filiation, concerne également l'homoparentalité qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Marie Linguère a été une pionnière, comme on l'a vu. Il y en a dans tous les domaines. Nos patients sont parfois des pionniers, actions qu'ils mènent parfois devant nos yeux, sans ou avec notre caution. Dans la science, il y a aussi des pionniers, dans le champ social également, et bien entendu dans le droit. Je passe donc tout de suite la parole à Madame Bougerada pour
première exposé. Bonsoir. Tout d'abord, merci de m'avoir convié à cette table ronde. J'ignorais toute Madame Marie Languerre et je suis honorée d'être ici à cette table ronde, placée sous son égide, j'imagine sous son esprit bienveillant. C'était une femme magnifique et donc vraiment c'est un beau cadeau que l'association nous fait aujourd'hui de participer à ces débats. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, l'avocat qui prend un dossier, qui reçoit des clients, reçoit un dossier, reçoit des clients en difficulté, et il se trouve que monsieur et madame Manson, maintenant je peux le dire, puisqu'ils se sont vraiment très massivement expliqués dans la presse, se sont retrouvés en 2003, après avoir eu des enfants aux États-Unis, de fillettes, qui sont nés en 2000, d'une gestatrice aux États-Unis, se sont retrouvés confrontés à des difficultés civiles et pénales qui étaient inouïes. Donc je les ai reçus à mon cabinet, dans le secret de mon cabinet en 2003. Nous étions tous les trois, eux avec leur peine, leur souffrance. Ils étaient en butte à une procédure pénale et il y avait une instruction qui était en cours devant un juge d'instruction à le tribunal de grande instance de Créteil. Et puis, ils étaient aussi, et c'est là que je suis intervenue, en but à une action qui tendait à l'annulation de la filiation de leurs enfants nés dans les conditions d'une gestation pour autrui aux États-Unis en 2000. Et c'est ainsi que je les ai reçus et que j'ai été amenée à réfléchir, non pas à tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est-à-dire l'avantage de ma situation à l'époque, c'est que je ne connaissais pas la matière, je n'étais pas mère, je n'avais aucun préjugé, aucune idéologie. Et quand je reçois mes clients, je suis ni de droite ni de gauche, je reçois des gens que j'ai l'impérieux devoir de défendre. Et une des beautés du métier que nous exerçons, Madame Hidalgo et moi-même, la noblesse de ce métier, c'est de dire oui quand c'est difficile, quand a priori la cause est perdue, qu'il n'y a rien à envisager de positif pour les gens que l'on reçoit et que tout semble désespéré. Et la situation de monsieur et madame Manson était absolument désespérée, car le risque civil, c'était l'annulation de la filiation des liens qui les reliaient à leurs enfants. Évidemment, l'annulation de ce lien de filiation impliquait un éventuel placement à la DAS, on va dire à l'ASE, mais c'est vrai que la DAS, ça parle. Et puis le risque pénal, c'était aussi des peines encourues, peines d'emprisonnement et d'amende, qui sont des peines très sérieuses, qui sont évitées par les articles 227, 12 et 13 du Code pénal, qui font que ces gens étaient doublement exposés à un péril. Ah pardon, vous n'entendez pas? Là c'est mieux. Parce qu'en fait j'ai l'habitude de prendre la parole sans micro. Mais peut-être qu'il y a là, il y a une réverbération du... Ça veut dire que vous n'avez rien entendu ce que j'ai dit avant? Recommencer. Attends. Non, parce que... Recommencer. Donc, un double péril. Et c'est là que, encore une fois, la mission de l'avocat et sa signification, toute sa noblesse sont à l'œuvre. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que parfois le métier d'avocat donne cette chance de transformer une situation qui est du plomb en or. C'est une opération d'alchimie. Et là, ça a fonctionné. Alors, en ce qui concerne l'aspect pénal, c'est mon conjoint, qui s'appelle Maître Franck Nathalie, qui est avocat au barreau de l'Essonne, qui a défendu monsieur et madame Manson et qui a obtenu pour eux un non-lieu.
Ce non-lieu a été obtenu. Alors je vous donne juste l'argumentation qui permet aujourd'hui à toutes les personnes qui sont confrontées au souhait d'avoir des enfants lorsqu'ils sont frappés d'infertilité, de se rendre dans un pays à l'étranger où c'est licite, à partir du moment où il n'y a pas d'acte répréhensible commis par les Français à l'étranger, ne peuvent pas être poursuivis en France. Ça, c'est ce qui a été dit et reconnu par le juge d'instruction qui a donné un non-lieu et qui d'ailleurs n'a pas généré d'appel du parquet. Donc c'était simple, clair, net, l'aspect pénal était réglé. Restait l'affaire civile qui est celle qui a conduit au débat de société qui occupe quasiment chaque semaine. J'ai fait le décompte des choses qui se sont produites depuis 2003, c'est-à-dire du secret d'une juridiction jusqu'à tous ces échanges dans les journaux, toutes ces positions radicales, tout qu'on soit pour, qu'on soit contre, cette pensée qui est devenue binaire autour de la question est devenue, à mon sens, exponentielle et n'a rien de comparable avec ce que j'ai pu connaître de la situation en 2003 lorsque je les ai rencontrés, défendus et assistés. Alors, une petite précision, Madame Memson, qui l'a expliqué souvent, était atteinte du syndrome de MRKH, qui est un symptôme qui atteint une femme sur 5000 et qui signifie qu'elle est privée d'utérus. C'est-à-dire que sans utérus, on ne peut pas porter d'enfant. Voilà, c'était sa problématique. Alors, avant de revenir sur j'avais fait un exposé qui est le parcours judiciaire, parce que c'est un parcours intéressant avec tous les points d'avancée, toutes les régressions, toutes les choses qui ont été positives pour la question, tout ce qui finalement peut être compris comme quelque chose, une espèce de mouvement de balancier des idées qui ont fait que il y a des moments où on a fait de belles avancées, puis des moments où les choses, on est en ce moment dans une période où on peut qualifier de régressive par rapport à la question, puisqu'en 2008, Madame Michèle André, vice-présidente du Sénat, a présidé une commission sénatoriale pendant 1 an, qui a procédé à beaucoup d'auditions et qui a pris des conclusions dans un rapport de 2008 qui a conclu à la nécessité de légaliser la gestation pour autrui, en sachant que dans la formation de cette commission, il y avait M. Robert Badinter, qui est un des soutiens, un des fervents défenseurs de la question. Il est très discret, plus que son épouse, mais il faisait partie de cette commission, il faisait partie des gens qui ont voté pour l'adoption d'un projet de loi en 2008. Alors, le but de mon exposé, c'est aussi de vous expliquer comment j'ai été conduite, sans préjugés, à faire un chemin d'avocat, mais un chemin qui m'a ensuite permis de penser la question et de réfléchir, parce que pour pouvoir poser des actes judiciaires, il a quand même fallu à un moment donné que je me dise pourquoi c'est permis ici, aux États-Unis, pourquoi c'est interdit chez nous. Et c'est à ce moment de réflexion que j'ai pu réaliser qu'avant 1991, la gestation pour autrui était une pratique non encadrée, qui était une pratique sui generis, absolument pas interdite, qui avait cours en France sans que cela ne crée aucun débat de société. Donc, de nombreux enfants sont nés de cette procédure. Et il a fallu qu'un couple ait porté son litige devant les tribunaux français pour que, en faisant que la mère d'intention veuille procéder à l'adoption de l'enfant, pour que tout d'un coup la justice s'en mêle
et qu'on arrive à un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, c'est-à-dire toute chambre réunie de la Cour de cassation, du 31 mai 1991, qui a posé le principe de l'interdiction en l'articulant autour de deux principes, l'indisponibilité de l'état de personne et l'indisponibilité du corps humain. Il se trouve qu'un médecin est à l'origine de cette interdiction, que j'avais d'ailleurs rencontré à l'occasion du procès du sang contaminé, qui était venu, il s'agissait de M. Jean Bernard, qui a été entendu, ce qui est quand même assez inouï, comme ce qu'on appelle amicus curiae devant la Cour, c'est-à-dire qu'il est intervenu comme sachant pour dire son point de vue sur la question. Et alors que devant la Cour de cassation, on ne fait que du droit, c'est nullement un deuxième degré de juridiction, un troisième degré de juridiction. Ce qui est soumis à la Cour de cassation sont strictement des problèmes de droit. Et bien ce médecin est venu dire son point de vue, alors que normalement, ça n'était pas logique. En tout cas, après cet arrêt, en mai 1991, il y a eu la codification de l'interdiction qui est résultée des lois de bioéthique du 29 juillet 1994, qui a donc autorisé certaines pratiques de procréation médicalement assistée et qui en a interdit la gestation pour autrui. Alors, à partir du moment où j'ai pu lire le texte, parce que c'est ça qui est intéressant, qui règle la question de la procréation médicalement assistée, c'est à partir de là que je me suis dit, il y a quelque chose qui tourne par rond. Je ne vois pas pourquoi il y a une telle crispation sur l'interdiction de la gestation pour autrui, alors qu'on a permis toutes les autres techniques de procréation médicalement assistée. C'est à l'occasion de cette loi du 29 juillet 1994. En effet, dans tous les cas d'infertilité qui concernent les hommes, on a répondu, la loi a répondu par un don possible de spermatozoïdes lorsqu'un couple est confronté à l'infertilité de l'homme, un don de gamètes, d'ovocytes pour les femmes, et puis ce qui pour moi ce qui a fait basculer ma réflexion sur la question de l'éventualité d'égalisation des gestations pour autrui, c'est quand j'ai réalisé que le législateur avait considéré qu'on pouvait faire un don d'embryon. Qu'est-ce que c'est qu'un don d'embryon? Ce sont les fameux dons d'embryons. Ce sont des embryons qui sont congelés, surnuméraires, qui ne cadrent plus dans un projet parental d'un couple qui a considéré qu'il n'avait plus besoin d'aller plus loin dans son projet parental, qu'il était réalisé, qu'il était satisfait. Et donc, que deviennent ces embryons surnuméraires? Ils peuvent faire l'objet d'un don. Et la loi a permis... Voilà. La loi a permis le don d'embryon. Alors, je me suis dit, il y a quelque chose de simple à comprendre, c'est qu'à partir du moment, c'est pour moi la position absolument maximaliste en matière de procréation médicale assistée, c'est cette notion de don d'embryon. C'est-à-dire qu'on implante dans l'utérus d'une femme qui n'a pas d'ovocyte fonctionnel, qui a un conjoint qui n'a pas de spermatozoïde fonctionnel. On implante dans l'utérus de la femme cet embryon qui ne lui appartient pas, et à partir du moment où c'est légal, qu'est-ce qu'on dit? La loi dit, les conséquences de la filiation, l'embryon implanté dans ces conditions, lorsqu'il permet, de donner naissance à un enfant et l'enfant du couple. Alors, vous voyez, c'est par étapes que j'en suis venue à me dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans notre loi française, parce que de deux choses l'une, soit on considérait que, c'est ce qu'on va faire avec le principe de réalité. C'est-à-dire que quand on est infertile, on doit accepter ce principe et faire avec. Soit on considère, et le législateur en France a considéré qu'il n'y avait pas de fatalité de ce point de vue-là, et qu'on pouvait apporter un remède à l'infertilité
de tous, en tout cas des couples, hommes, femmes. Et dans ce cas-là, j'avais du mal à concevoir ce qui était l'obstacle. Alors évidemment, j'entends les objections, je les connais. Mais je me disais, mais comment on a pu se dire que finalement, la seule infertilité à laquelle on n'a pas trouvé de réponse, c'est celle qui concerne l'infertilité gestationnelle, et donc qui est une infertilité qui ne concerne que les femmes. D'un mot sur ce que signifie la loi du 29 juillet 1994, c'est que la procréation, à partir du moment où on légifère sur cette question, ne relève plus de la sphère strictement privée, mais relève de la sphère publique, puisque l'État, puisqu'elle se fait à l'aide de moyens qui sont fournis par l'État, notamment les structures médicales qui sont nécessaires à l'application des techniques d'assistance médicale à la procréation, la prise en charge des coûts générés par les organismes de sécurité sociale, et puis on comprend que dans l'exposé des motifs de ce texte, ces moyens qui sont mis à la disposition des couples infertiles relèvent de l'obligation d'accès aux soins à laquelle l'État se trouve tenu en vertu de différents textes nationaux qui sont le préambule de la Constitution de la 4e République, auquel renvoie celui de la Constitution du 4 octobre 1958 et de traités internationaux comme la Convention d'Oviedo. C'est donc à partir du moment où on a tous ces outils et que la loi elle-même, je vais vous lire juste le texte du Code de la santé publique qui répond à ces questions de la procréation médicale assistée, qui, moi, m'ont fait basculer vers d'un dossier d'une pratique judiciaire, on va dire classique, même si le dossier n'était pas classique, à la notion de cause. Parce que je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait remettre les choses en phase et qu'on ne pouvait pas ne fonctionner que dans l'idéologie, justement, que dans des schémas, sans manier les outils qui sont des outils, en tout cas juridiques, à notre portée. Que dit l'article L. 2141-1 du Code de la santé publique? Il dit que la procréation médicalement assistée s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que, et c'est là que j'ai trouvé que tout d'un coup l'ouverture avait été déjà prévue par le législateur en 1994, ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé, après avis de l'Agence de la biomédecine. C'est donc que la définition n'est pas close, elle est ouverte, et que quand on a compris que le don d'embryon, qui pour moi le don maximum, avait été admis, j'ai pensé qu'on pouvait envisager, évidemment avec un débat, avec tout ce que d'accord, mais qu'on pouvait penser la notion de gestation pour autrui en dehors de l'hystérie. Parce que le débat est devenu totalement hystérique, notamment depuis l'intervention de Mme Agelminski, qui a fait que ce débat, avec ses positions de haine, de radicalité, de clôture, de disqualification de ses adversaires, je précise que je devais débattre avec elle et qu'elle a refusé. Je vous ai envoyé à sa place à une émission sur RFI un représentant, un prêtre, représentant de, je sais pas quoi, en gros, des mouvements pro-life, etc. Et à la fin, c'était très intéressant parce que à la fin de l'émission, je dis, vous voyez, monsieur, on est sur exactement la même position. Moi, je ne parle pas de marchandisation, mais je suis contre la marchandisation. Oui, ce qui se passe en Inde, je suis contre. En Chine, en Ukraine, en Russie, oui, je suis contre. Moi, ce que je demande, c'est qu'on puisse penser en France, avec le texte que je vous ai lu, qui ne repose que sur du don,
don de gamètes, don d'ovocytes, don d'embryons, qu'on puisse penser le don gestationnel. Alors, et je pense aujourd'hui d'autant plus facilement que dans ma pratique professionnelle, il y a le cas de Monsieur et Madame Manson, qui est la version luxe de la gestation pour autrui, et puis il y a la version trash, il y a la version des montages juridiques, des cuisines que font les gens qui n'ont pas l'argent pour aller aux États-Unis, au Canada, dans des endroits où les choses se font suivant des codes de bonne conduite, et qui font donc en France, sur notre territoire, il n'y a pas besoin d'aller s'exporter pour y arriver, et qui font des choses qui sont là, qui relèvent de la marchandisation et la vraie. La jungle, avec des chantages, après, au moment de l'accouchement, à qui on remet l'enfant, des surenchères, etc. Donc, c'est avec cette pratique-là, avec ce regard-là, je me suis dit qu'il valait mieux penser un cadre que de laisser faire d'une façon, au sens... ça me fait penser à ce que pensait Foucault de cette société biologisante, c'est-à-dire on dit oui, les gens se défendent par eux-mêmes, finalement les cadres ne sont pas nécessaires, les choses se règlent d'elles-mêmes, etc. Moi, je pense que la force du droit, j'y crois, la force de la règle contraignante, c'est pas rien, et en tout cas dans une démocratie comme la nôtre. Voilà mon cheminement avec à l'éclairage de ma pratique professionnelle. Alors, sur ce que je pense aujourd'hui de la loi de 1994, c'est que si elle a remédié à l'infertilité des couples, parce que le législateur estimait que c'était une nécessité, que tout le monde sait aujourd'hui que l'infertilité est un phénomène qui n'est pas du tout résiduel, minoritaire, mais qui tend malheureusement à s'aggraver, et que de plus en plus la question de l'infertilité des femmes, des hommes, de tous, va se poser. Donc, j'ai pu conclure, et là vraiment mon âme et conscience, que seules les femmes avaient été mises hors de ce débat, et qu'elles étaient en plus disqualifiées, parce que quand on parle de mère porteuse, moi c'est un mot qui me choque, j'ai entendu tout à l'heure. Alors, je trouve que c'est vrai que je ne suis pas pour la neuve langue, c'est-à-dire quand on dit une femme de ménage, c'est une femme de ménage, c'est pas une technicienne de surface. Et quand on dit mère porteuse, je pense qu'on commet un abus de langage, parce que celle qui porte n'est pas la mère, parce que seule pour moi, c'est ce que je dis aux femmes que je reçois pour les aider dans leurs projets, sont les mères. Parce que être mère, c'est vivre, c'est tisser un lien au quotidien avec son enfant, c'est pas simplement... Et ce que je pense aussi, c'est que si c'était le ventre qui faisait d'une femme une mère, nous n'aurions pas de cas d'infanticide, nous n'aurions plus de cas de déni de grossesse, et que les femmes seraient toutes des femmes très heureuses à porter des enfants. Ce n'est pas toujours le cas. Je dis qu'on peut être une mère sans passer par le ventre. Et le droit français, le verrou posé par le droit français est celui-ci en matière de filiation. C'est qu'on considère que, d'après un adage ancien, que seule la mère est la mère parce qu'elle est la mère, parce qu'elle a porté. Or, je pense que... Alors, il y a des cas, alors, même sur cet adage-là, je vais vous donner deux, trois... Ce qui m'a permis d'avancer aussi dans ces notions de classe, c'est sur les grands principes qui étaient opposés à l'interdiction, sur l'indisponibilité du corps humain. Alors, l'application stricte de cette notion rendrait illicite le don de sang, celui de moelle osseuse, le don de gamètes, le don d'embryon que j'ai évoqué, le don d'organes entre êtres vivants, la recherche médicale sans bénéfice direct. Et pourtant, ils sont tous prévus par la loi. Ça, c'est l'indisponibilité du corps humain et toutes les exceptions. Puis, l'indisponibilité de l'état des personnes, c'est encore une notion qui, à mon avis, n'est pas pertinente pour rendre compte de l'interdiction, pour la justifier, en tout cas, comment dire,
s'accrocher à cette notion que tout d'un coup, le débat soit plus possible. Pourquoi? Parce que l'indisponibilité de l'état des personnes, ça rendrait impossible l'adoption, puisque quand un enfant naît dans le cadre d'une famille d'adoption, eh bien, on a porté atteinte à son état civil. Et c'est toléré, c'est même réglementé. La même chose en matière de reconnaissance volontaire. Le nombre d'enfants qui sont reconnus par des messieurs qui ne sont pas celui qui a engendré le géniteur, c'est un cas classique, et puis le cas le plus emblématique, c'est la légitimation par mariage. La dame a un enfant, le monsieur devient l'époux, eh bien, il est l'époux, il devient père. Ça ne choque personne. Et ça, ce sont des atteintes, pourtant, à l'indisponibilité de l'état des personnes. Donc ces deux notions sont évidemment comme la notion d'ordre public, ce que j'ai plaidé 15 000 fois dans ce dossier, c'est que ces notions, la notion d'ordre public, c'est au nom de l'ordre public qu'on a condamné les œuvres de Charles Baudelaire et de Flaubert. Madame Bovary, c'est un des best-sellers, Les Faire du mal, on n'en parle pas. Donc ce que j'ai toujours soutenu devant les juridictions dans lesquelles j'ai plaidé, c'est que ces notions étaient des notions qui évoluaient, qui sont des notions à géométrie variable. Elles ne sont pas perçues de la même façon suivant qu'on est ici ou ailleurs, et que, en matière de gestation pour autrui, c'est exactement la question qui s'est posée. Et alors, je sais que je suis un peu longue, mais sur le parcours judiciaire, à 2 reprises, j'ai été entendue par le tribunal de grande instance de Créteil et par la cour d'appel de Paris, qui ne sont pas des juridictions qui ne font pas du droit. Ils ont répondu de manière très pointue en droit, en considérant que l'action de l'État français, puisque l'adversaire c'était l'État, était abusive. Donc, voilà sur mon cheminement. Alors, juste une chose pour vous dire, parce que je sais que le temps nous est compté, mais ce que sont les conséquences de l'annulation des filiations, si jamais c'est un propos, je sais pas si c'est un propos qui est pertinent aujourd'hui, mais 5 minutes. Alors, sur le terrain civil, la question de l'interdiction de la gestation pour autrui, elle est réglée par 2 articles. L'article 16.7 du Code civil et l'article 16.9 du même Code, qui dit très clairement « Toute convention portant sur la procréation et la gestation pour le compte d'autrui est nulle ». Et je trouvais que quand le Code avait dit ça, il n'avait pas dit pour autant que les enfants, le produit de la procréation, le produit, c'est-à-dire les enfants, devaient voir leur filiation annulée. On dit la convention est nulle, c'est-à-dire que personne ne peut revendiquer, aucune des parties au contrat, si on doit parler comme ça, ne peut revendiquer l'exécution du contrat dans les juridictions, parce que la convention est nulle. Mais est-ce que ça veut dire pour autant, mais le législateur n'a pas pensé la question des enfants qui naissent de ces procédures. Il n'a pas dit, je ne sais pas comment dire, on les éradique, ils sont donc nés de parents français, ils ne sont pas français. Il n'y a rien dans la loi qui le dit. La loi est silencieuse sur cette question. À partir du moment où elle est silencieuse là-dessus, j'ai pensé et j'ai entendu qu'on ne pouvait pas demander l'annulation de la filiation des enfants nés dans ces conditions. Voilà. On aura l'occasion de prolonger votre exposé parce qu'il a été passionnant, clair et déconfusionnant, je dirais. Je vais passer la parole à Jean-Pierre Winter, qui... C'est comme ça qu'il est lancé dans le programme? Non. Pardon. Je vais passer la parole donc à Michel Hidel, qui... merci beaucoup à l'association Franco-Argentine et à
Susanna Elkin en particulier, c'est pas du tout en tant qu'avocate que j'interviens ici, mais bien plutôt en tant qu'en effet, ayant fait partie à la fois du groupe de recherche créé par Antoinette Fouque dans le mouvement de libération des femmes psychanalysées politiques, et puis aussi en tant qu'ayant travaillé avec elle et collaboré avec elle aux éditions des femmes qu'elle a créées en 1973, et donc en tant que, par Antoinette Fouque interposée, éditrice en français du livre de Marie Languerre. C'est assez tardivement, en 2006, qu'Antoinette Fouque a pour la première fois entendu parler des travaux de Marie Languerre par un ami psychanalyste, et ces travaux n'avaient jamais été traduits en français. Elle ne pouvait évidemment qu'accueillir à bras ouverts l'auteur de Procréation et Sexualité, parce que ce sont les thèmes au cœur du travail d'Antoinette, qui ont été au cœur du travail d'Antoinette Fouque pendant 45 ans. Et on pourrait presque dire qu'elle a créé cette maison d'édition pour recevoir et pour y accueillir des travaux comme ceux de Marie Languerre. Beaucoup de choses les lient à travers les générations, bien qu'elles ne soient pas rencontrées, que l'histoire ne l'ait pas permis. Toutes les deux psychanalystes, toutes les deux passionnées à penser ce qu'est une femme et à lutter pour leur liberté, et chacune à sa manière. Cette publication de Marie Languerre aux éditions des femmes témoigne en tout cas d'une rencontre, d'un désir commun et d'une proximité, même si elle se situe de fait en termes de date d'écriture de Procréation et Sexualité, de part et d'autre de cette ligne de partage des temps que constitue le mouvement de libération des femmes. Alors, comment a-t-il pu se faire qu'une psychanalyste et théoricienne de l'importance de Marie Languerre ait dû attendre que son nom parvienne à Antoinette Fouque pour être publié en France? Eh bien, sans doute pour la raison même qui a rendu impérieusement nécessaire la création de ces éditions. Antoinette Fouque écrivait en 2006, au moment où elle publiait à la fois Catherine McKinnon et Marie Ragin-Boutas, encore et toujours. Il nous faut rompre le silence, surmonter les backlash, lever le refoulement sur l'histoire, la pensée, les travaux et l'écriture des femmes. C'est très émouvant pour nous d'être ici et d'avoir rencontré Marie Languerre vivante comme jamais, à travers le film, à travers ces enfants qui sont là. Et à ce titre aussi, nous remercions beaucoup Susanna Elkin et l'association Franco-Argentine. Alors, maintenant, j'en viens en effet au deuxième remerciement, de nous avoir invités à évoquer la question de la gestation pour autrui à partir de la pensée d'Antoinette Fouque sur les enjeux actuels de la question. Voilà. Antoinette Fouque a mis la question de la procréation et de la reconnaissance de la fonction génésique des femmes au cœur de sa pensée et de ses travaux. Elle a très fortement contribué à donner aux femmes une conscience positive de leur rapport au monde, par-delà les discriminations, les injustices, les violences qu'elles subissent partout, justement du fait de cet apport. En initiant en même temps que le mouvement de libération des femmes, le groupe de recherche pratique et théorique psychanalysée politique, une sorte de laboratoire d'études pour analyser, je cite, ce qu'il y a d'inconscient dans les choix politiques et ce qu'il y a de politique dans l'inconscient. Voilà une façon d'éclairer un peu le débat qui a été mené tout à l'heure sur justement les relations entre psychanalyse et politique. Elle voulait articuler, en créant donc ce travail, révolution du politique et en même temps articuler à la révolution de l'intime. Avec elle, pendant des années, dans des réunions assidues, à partir de 1968, nous avons mis en travail les conceptions freudiennes et lacaniennes qui érigent la sexualité masculine en modèle exclusif, au postulat selon lequel il n'y a qu'une libido pour les deux sexes et qu'elle est phallique. Antoinette Fouque a répondu « Il y a deux sexes, il y a donc deux libidos ». Et elle a nommé libido 2, puis libido femelle, utérine et enfin libido créandi, cette libido enfouie, interdite ou aliénée, que nous avons tenté de faire émerger en explorant chacune de manière singulière ces zones archaïques et refoulées d'avant l'Oedipe, de la relation première à la mère, de l'homosexualité native, selon le concept qu'elle a créé,
à la recherche d'un espace de pensée où femme existe dans son universalité sous les différentes figures du genre que sont le maternel, le féminin ou le féminisme, je cite Antoinette Fouque. Du côté psychanalyse comme du côté politique, Antoinette Fouque a travaillé à lever la censure sur l'existence des femmes procréatrices. Elle a œuvré à sortir du continent noir l'expérience de la grossesse, à penser le matriciel, à symboliser la gestation, cette compétence des femmes à créer du vivant, parlant et pensant, que Lacan, elle le rappelait souvent, avait exclu dans son séminaire sur les psychoses. Je cite Lacan cette fois, « Il y a tout de même une chose qui échappe à la trame symbolique, c'est la procréation dans sa racine essentielle, qu'un être naisse d'un autre, naisse d'une femme », ajoutait Antoinette Fouque. Elle a démontré que l'envie d'utérus est le ressort caché de la civilisation, confère la Genèse, Dieu qui crée Adam et de la côte duquel sort Ève, alors que c'est l'inverse. Et elle a fait avancer une théorie de la génitalité au seuil de laquelle Freud s'était arrêté, en la portant au-delà du stade phallique qui ne connaît qu'un seul sexe, et pour prendre en compte la dimension utérine, sans laquelle l'accès au stade génital est impensable pour les femmes. Ce mouvement qu'elle a créé, écrivait en 1979 Serge Leclerc, et ce mouvement dans lequel il voyait d'ailleurs l'avenir du mouvement psychanalytique, est venu, je cite Leclerc, bouleverser subtilement mais radicalement les fondements les plus soigneusement méconnus des idéologies dominantes, en imposant une autre pensée où le corps a ses raisons et la vie. En même temps, pays après pays, se faisait jour un mouvement mondial mettant en cause les deux esclavages auxquels les femmes ont été réduites dans l'histoire, esclavage sexuel et esclavage procréatif. On célèbre cette année en France le 40e anniversaire de la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse. Une victoire des femmes qui manifestaient en affirmant « Nous aurons les enfants que nous voulons, quand nous voulons ». La question était de ne pas avoir les enfants que nous ne voulons pas. Et c'est peut-être ça qui a permis justement de dégager le désir positif d'enfant. Et ça, c'est quelque chose de très important, puisque au nom, on a entendu parler tout à l'heure d'une façon d'aborder la question qui serait naturaliste à partir du moment où le désir d'enfant serait reconnu chez les femmes, mais rien n'est moins naturaliste que ça. Et cette question a été renvoyée au réel, mais en tout cas, c'est évident qu'on le voit, plus les femmes sont libres et sont libres de ne pas faire d'enfants, et plus elles assument en même temps désir d'enfant et toutes les autres compétences qui sont les leurs dans la société, où elles émergent depuis les mouvements de libération des femmes jusqu'à aujourd'hui. Antoinette Fouque écrivait dans Génération MLF « J'ai toujours pensé que le mouvement des femmes représentait le surgissement du corps. On était jusque-là dans l'histoire abstraite, spiritualisée, comme le posait Freud ou la République, avec un seul sexe. Et soudain des femmes ont dit « Cette levée de censure sur le corps des femmes, cette levée... » Et pardonnez-moi, parce que je vous voyais à côté regarder et ça m'a troublé. Oui, je dis, c'est vrai, je dis parce que ça me stresse trop de parler et d'improviser. Voilà. Donc, oui, donc elle disait que le mouvement des femmes représentait le surgissement du corps et que ça permettait de sortir de l'histoire abstraite et spiritualisée où il n'y avait qu'un seul sexe. Elle voyait dans cette levée de censure sur le corps des femmes inédite dans l'histoire, dans cette affirmation en acte que ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme et la femme, mais que ce sont les femmes qui, grossesse après grossesse, génération après génération, régénèrent l'humanité, la plus grave des blessures narcissiques après celle de l'homme, du narcissisme de l'homme, après celle infligée par Galilée, Darwin et Freud, et elle a nommé cette vexation la vexation génésique. Et à voir la contre-révolution sanglante qui s'abat aujourd'hui sur les femmes et les filles dans le monde, il semble que l'histoire lui donne raison et que Dieu prenne une incroyable revanche.
Après la levée de l'oppression, la répression plus radicale que jamais. Terrorisme de Boko Haram nigérien, qui veut interdire l'éducation aux filles et enlever plus de 250 lycéennes, tout le monde le sait, qu'il détient, viole et vend depuis plus de 8 mois, en toute impunité. Terrorisme du groupe Daesh en Irak et en Syrie, qui, outre les meurtres et la torture, organise des marchés aux esclaves sexuels. Une petite fille de 1 à 10 ans est vendue l'équivalent de 138 €, une femme entre 20 et 30 ans autour de 60 €. Dans tous les conflits armés, viols massifs, grossesses forcées, Congo, Mali, partout interdit et privation de liberté de toutes sortes. Au Mexique, 10 femmes sont brutalement assassinées chaque jour, les criminels ne sont pas arrêtés, même chose au Canada, en Inde, je passe, c'est un peu long, toujours est-il que la violence est aujourd'hui la première cause de mort des femmes de 15 à 44 ans dans le monde entier, et ce sont aujourd'hui 200 millions de femmes qui manquent à l'appel de la population mondiale, disparues du fait de l'élimination délibérée, féticide de fœtus femelles, infanticide de bébés-filles, privation de nourriture, de soins, élimination délibérée donc, et mauvais traitements qu'elles subissent en raison de leur sexe. À l'autre bout de la chaîne, on nous annonce l'ectogénèse avec l'utérus artificiel à venir, comme si l'alternative à l'esclavage procréatif était de se passer des femmes pour procréer. Fantasme de Frankenstein auquel la science apporte aujourd'hui de nouveaux outils. Dématérialisation de l'humain, à quand les bébés artificiels, faits à partir de fabriques d'ovocytes et de spermatozoïdes, technophilie et matricide. Jamais il n'y a eu autant de recherches, d'études, de connaissances nouvelles sur la gestation que depuis que les femmes ont commencé à se réapproprier leur corps, mais il semble bien qu'il s'agisse moins pour la science de reconnaître la part des femmes dans la procréation que de conserver la mainmise sur le vivant. C'est dans ce contexte, qui est aussi celui de la marchandisation du vivant par un libéralisme économique mondialisé, que se pose la question de la gestation pour autrui, avec les risques d'exploitation économique, politique et symbolique qui l'accompagnent. Et pourtant, après le droit à l'IVG et la parité, Antoinette Fouque a pu voir dans la gestation pour autrui, en faveur de laquelle elle s'est prononcée dès 1983, la troisième étape possible de la libération des femmes, et je vais essayer d'en restituer les raisons. Tout d'abord, c'est elle, la GPA constitue la reconnaissance que la gestation est une production de vivant, une création de richesse qui n'a jusqu'ici jamais été reconnue. Elle révèle, la GPA, à la face du monde, ce qui était caché depuis que l'invention du monothéisme et de l'écriture ont mis en place un Dieu mâle, incréé, qui s'est approprié la procréation, la fonction non seulement biologique, mais symbolique des femmes dans la création de l'humanité à travers la gestation. L'utérus, qui était tout le temps la terre colonisée, exploitée et pillée par l'androcentrisme, est enfin nommé, sorti de la forclusion. La GPA fait aussi apparaître l'économie propre de la gestation, qui est d'hospitalité psychique autant que charnelle, d'accueil de l'autre, de don de vie et de responsabilité, au point qu'Antoinette Fouque a pu dire qu'elle était le paradigme de l'éthique, je cite, « Dans gestation pour autrui, il y a gestation, donc travail, création de vivants parlants, et il y a pour autrui la présence de l'autre. Là, au cœur de l'éthique, il y a l'éthique même, la gestation. » Le désir d'enfant est désir même, disait Antoinette Fouque. Le désir du désir, de l'avenir. Il est partie intégrante et même accomplissement du narcissisme des femmes dès lors qu'elles sont libérées de l'esclavage procréatif. Il est le temps de la responsabilité et de l'altruisme, accès à la génitalité, à la fécondité, au souci de l'autre. Alors parmi les deux types d'opposition à la GPA, l'une se revendique de la religion et l'autre de l'anticapitalisme ou de l'antilibéralisme. On comprend bien la première. Celle de la religion, elle s'est toujours manifestée quand il s'est agi de faire avancer les droits des femmes et les droits des homosexuels d'ailleurs aussi. C'est la résistance des monothéismes, j'en ai parlé, à reconnaître que l'humanité n'est non pas de Dieu, mais des femmes. La seconde pose en effet un vrai problème du point de vue de la libération des femmes. Je cite Antoinette Fouque, « S'il y a d'un côté une économie du vivant, de la création,
de la gratuité, du don et de l'altruisme, il y a de l'autre une économie phallocentrée, égocentrée, du profit, de la spéculation, de la capitalisation, de la pulsion de mort qui phagocyte la première. Elle était évidemment très consciente de la lutte contre l'exploitation nord-sud. Elle était en lutte contre l'exploitation nord-sud et contre l'exploitation des femmes pauvres par les couples. Mais elle pensait qu'on ne pouvait pas aborder une question humaine, anthropologique, sous le seul angle économique, marxiste, et qu'il fallait le prendre sous l'angle de l'éthique. Il y aura toujours le monde de la prostitution de l'utérus et le monde du don, de la gestation pour autrui. Il y aura toujours une course entre la libération et l'asservissement des femmes, disait-elle. Et ce n'est pas parce qu'un acte peut être pervertisé qu'il faut l'interdire. A-t-on refusé en France le don d'organes parce qu'il existe partout dans le monde un trafic d'organes? La création artistique est-elle en tant que telle corrompue parce qu'il existe un marché de l'art? Faudrait-il l'interdire parce que le libéralisme veut la corrompre par la marchandisation? Même si le capitalisme veut la marchandisation, c'est à une création artistique et non pas à une production marchande qu'il faut comparer la procréation. La procréation est création, la génésique peut faire résistance à la capitalisation du vivant, écrivait-elle. Et même prise dans le système capitaliste, la GPA lève une hypothèque. Ce qui était jusqu'ici un esclavage et le vol d'une production, l'exclusion symbolique d'un champ du génie humain, apparaît pour la première fois comme une sorte de privilège des femmes. L'argent met en évidence qu'il s'agit d'un bien qui est convoité et qui a une valeur. Passage de l'esclavage absolu à un travail exploité par une société capitaliste. D'accord. Donc un même argument revient chez tous les détracteurs de la GPA, dont certains semblent se préoccuper du sort des femmes pour la première fois à cette occasion. Elle constituerait par elle-même une atteinte à la dignité des femmes, une instrumentalisation de leur corps. Mais en quoi une femme liée d'amitié à une autre qui n'a pas d'utérus et qui décide de porter pour elle un enfant, verrait-elle sa dignité atteinte? Pourquoi cet acte éthique par excellence serait-il renvoyé au biologique, à une animalité sans âme? Et que n'a-t-on entendu à ce propos? Utérus sur pattes ou ventre alloué? Quel mépris pour la fonction procréatrice, quel déni de l'humanité des femmes. La gestatrice n'est pas une chose, mais une personne désirante, dont aucune partie du corps n'est détachable, et pas non plus l'utérus. Elle porte l'enfant avec son psychisme, son cœur, sa vie intellectuelle, spirituelle. Mais la plus grande prévention contre la GPA, affective, subjective et politique, pourrait bien résider en ce qu'elle fait voler la famille patriarcale et toute la construction symbolique et juridique de la procréation et de la filiation. Ça, depuis la mère qui était Saint-Père certain, toujours sûr, ne l'est plus, le père qui était incertus, ne l'est plus depuis longtemps, avec les tests ADN. Père et mère aujourd'hui se scindent en plusieurs. Deux femmes, écrivait Antoinette Fouque au moins, vont participer à l'inconscient de l'enfant. Le géniteur et la génitrice donneront les codes génétiques, la gestatrice donnera son environnement vivant, actif et nourricier, plus inconscient, l'engramme, l'empreinte humaine. Ces origines multiples peuvent être un enrichissement de son identité, de sa personnalité, de son histoire. Il y a un parent en plus et non pas une gestation en moins. Elle voyait qu'à travers le fait que la mère se scinde en plusieurs, la sortie de la mère toute, de la toute-puissance maternelle qui est à l'origine de la misogynie la plus dévorante, justement. Et elle disait aussi que si l'on se mettait à penser que la mère se diversifie, alors c'est plusieurs femmes qui se libèrent. Et je terminerai en disant, à la condition qu'il n'y ait pas anonymat. Il ne faut ni folklore, écrivait-elle, la mère porteuse dans l'anonymat, ni banaliser son don.
Si on peut répondre à la question des enfants, d'où viennent les enfants, justement, ils deviennent idiots. L'enfant a droit à sa généalogie, ce n'est pas une question biologique, mais une question de généalogie, justement. Il faut que toutes les traces de tous les participants à la naissance de l'enfant soient présentes et inscrites, que chacun et chacune soit reconnu, et pourquoi pas, figure dans les actes d'état civil. Et voilà qui conduit à remettre en cause l'anonymat des dons de sperme et l'accouchement sous X. Une révolution anthropologique comme celle qui est en cours actuellement ne peut aller sans une réflexion longue, approfondie et un débat qui prenne en considération toutes les dimensions concernées. Mais une chose est sûre, il ne peut y avoir de lutte efficace contre la prostitution sexuelle et contre la prostitution utérine sans la reconnaissance et la valorisation de l'apport vital des femmes à l'humanité, de leur fonction génétique. Une reconnaissance qui pourrait permettre de poser les bases d'une alternative éthique à un monde régi par le libertinage sexuel et le libéralisme économique, faire apparaître le positif de la gestation pour établir une alliance entre la chair et le droit et sortir du droit patriarcal qui interdit les femmes comme sujet, proposait-elle. Bah oui, puisque je devais parler à 6h et qu'il est déjà 6h, j'ai fini. Bon, vous regardez pas. D'abord, je vous remercie d'avoir convié à cette journée tout à fait intéressante. D'autant plus que sur les sujets que nous abordons, je ne vais pas axer essentiellement mon propos sur la GPA, donc je vais prendre un petit peu de questions liées à la filiation. J'ai entendu des choses qui... on avance un peu? Oui, oui. Oui, ça va? Ça va, vous l'entendez ou pas? Voilà, sur le côté. J'ai envie de dire à ma voisine, heureusement qu'il y avait les 2 derniers paragraphes de son exposé, parce que jusqu'aux deux derniers paragraphes, j'avais des doutes. Ce sont des questions extrêmement délicates, très difficiles, qui méritent de longs débats, mais qu'on ne pourra pas résoudre, comme on l'entend, et même ici, depuis le début de l'après-midi, on ne pourra pas résoudre en qualifiant de progressistes ceux qui soutiennent la possibilité juridiquement organisée de la GPA, on considérera donc comme des progressistes, et ceux qui émettent quelques doutes, même quelquefois avec une certaine virulence, comme des réactionnaires. C'est pas comme ça que ça se passe, même si de fait, c'est à ça qu'on assiste. Mais ça contribue évidemment, je reprendrai votre terme, ça contribue à hystériser complètement le débat. Et c'est valable des deux côtés. Je crois que la psychanalyse est évidemment, on l'a entendu beaucoup à propos de ce qui a été dit de Marie Langer, est évidemment solidaire de ce qui se passe dans son temps. Mais ça ne veut pas dire qu'elle prend pour argent comptant tout ce que des militants d'une cause ou d'une autre présentent comme étant le progrès inéluctable de l'histoire. Lacan disait dans son petit discours de psychiatre que être psychanalyste, ça consiste aussi quelquefois à résister à l'ère du temps. Il n'espérait pas d'ailleurs dans ce petit discours, il n'espérait pas que la psychanalyse à elle toute seule pourrait empêcher un certain nombre de choses peu souhaitables d'advenir, mais il disait au moins pourra-t-on les ralentir. Alors c'est un peu dans cette perspective que je me situe, mais je dois vous le dire avec énormément de doutes sur toutes les positions même qu'il m'arrive de prendre, et sur les positions qui sont quelquefois assimilées à celles qu'il m'est arrivé de rendre publiques, mais de ça, comme chacun d'entre nous,
je n'y peux mais. Juste pour illustrer le fait que ce n'est pas si simple de classer, par exemple, à gauche, c'est-à-dire du côté des progressistes, ou à droite, c'est-à-dire du côté des conservateurs, ceux qui s'opposent, par exemple, à la légalisation de la GPA, parce que s'opposer à la GPA, ça ne veut rien dire, elle existe, c'est un fait. Et ceux qui s'opposent à sa légalisation, juste pour vous montrer que ce n'est pas si simple, il m'est arrivé de co-signer récemment une pétition dite par les médias pétition contre la GPA, et parmi les signataires, je vous le dis comme ça très rapidement, c'est juste pour éclairer le début de mon propos, parmi les signataires, on trouve des associations comme le Collectif national pour le droit des femmes, le réseau Encore féministe aussi longtemps qu'il le faudra, le Cercle d'études de réforme féministe, la coordination lesbienne en France, le réseau féministe Rupture, le mouvement Ni pute ni soumise, et puis des gens comme Nicole Péry, secrétaire d'État aux droits des femmes entre 1998 et 2002, et vice-présidente du Parlement européen, Marie-Georges Buffet, ancienne ministre, secrétaire nationale du Parti communiste, Catherine Tasca, ancienne ministre, première vice-présidente du Sénat, Nicole Notat, etc. Ce ne sont pas toutes des femmes connues pour être spécialement d'abominables réactionnaires. Je ferme cette parenthèse, non sans déplacer, si vous voulez, plutôt l'opposition conservateur-progressiste en opposition qui me paraît beaucoup plus proche des préoccupations des uns et des autres, en opposition entre pessimistes et optimistes. Et pour faire écho au premier discours qu'on a entendu ce matin, je rappellerai comme ça rapidement ce qu'a répondu Billy Wilder à une journaliste qui est venue l'interviewer après la guerre, alors qu'il avait émigré d'Allemagne en 1933. Elle lui demande pour vous, c'est quoi la différence entre les pessimistes et les optimistes? Et il répond, en 1933, en Allemagne, les optimistes, c'est ceux qui disaient qu'il fallait rester. Voilà. Alors, psychanalyse et politique, d'accord. Mais Freud avait, je l'ai dit tout à l'heure dans une rapide intervention, Freud avait sur cette question-là des opinions assez arrêtées et qui sont généralement caricaturées. Je ne vais pas reprendre ce que je disais tout à l'heure, mais je voudrais juste dire que on ne pouvait pas lui opposer le fait qu'il ne pouvait pas se prononcer sur ce que c'était qu'un bolchevique, sous prétexte qu'il n'aurait pas eu de bolchevique sur son divan. Il le faisait au nom d'une certaine conviction de ce que c'était que, disons, un certain réel qui était le réel de l'inconscient, et pas le réel au sens où dont il a été fait état ce matin. Dernier point, je crois que la question est, cet après-midi en tout cas, globalement orientée du côté de la femme, du côté du statut de la femme, du côté du ventre des femmes, du côté de l'utérus, mais c'est pas si simple. Et par exemple, quand tout à l'heure Geneviève Morel citait cette idée que dans le cancer, il pouvait y avoir quelque chose qui intéressait au moins symboliquement, voire imaginairement, la grossesse, je dirais que, je crois qu'elle faisait allusion à un texte de Marie Langas, si je me souviens bien, je dirais que cette idée d'associer comme cela le cancer à une grossesse souhaitée et impossible ou inaboutie, cette idée était déjà développée par Grodek. Et il l'avait déjà, Grodek qui justement ne faisait pas partie de l'IPA et de l'institutionnalisation de la psychanalyse. Et Grodek disait que pour certains cancers, il n'était pas impossible d'imaginer que justement il s'agissait de grossesse, qu'il s'agisse d'hommes ou qu'il s'agisse de femmes. J'ai eu des expériences, je vais dire un mot très très rapide à ce sujet. Je me souviens d'avoir été rendre visite à un vieux russe blanc de plus de 80 ans qui n'avait jamais vu un médecin de sa vie et encore moins un psychanalyste, sauf sa fille. Et il se plaignait de douleurs à la suite d'une opération intestinale que les médecins ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas comment il pouvait avoir ces douleurs dont il se plaignait et de façon très répétitive. Et alors, on m'a demandé d'aller parler avec lui, et quand il m'a reçu dans sa chambre, il m'a reçu en me disant « Je suis désolé de vous recevoir comme ça,
comme une vieille femme qui se plaint. Bon, je note ça. Et puis, à un moment donné, il est repris par ses douleurs, et je lui demande de les décrire, et il me dit, eh ben, voilà, c'est comme si j'avais quelque chose dans le ventre qui voudrait sortir, mais ne saurait pas par où ça doit sortir, et qui me rend extrêmement douloureux. Là-dessus, après une infirmière qui me fait sortir pour procéder à quelques soins, et quand je reviens, il me dit cette infirmière est vraiment géniale, parce que je ne sais pas ce qu'elle m'a fait, mais depuis qu'elle est passée par là, j'ai plus mal. Alors, j'avais associé évidemment ce quelque chose qui doit sortir de moi et qui ne sait pas par où, à la façon dont il m'avait reçu. Je suis comme une vieille femme qui souffre et je vous demande de m'en excuser. Donc cette association-là ne concerne pas que le corps des femmes. Et je terminerai rapidement cette introduction en disant je ne sais pas d'où vient cette haine de la nature, je ne sais pas d'ailleurs, je ne sais pas si Geneviève est encore là, mais vous êtes là. Je ne sais pas d'où vient cette proclamation un peu haineuse à l'égard de la nature, mais surtout ce que je ne sais pas, Geneviève, c'est à quel psychanalyste vous vous référez quand vous dites qu'il promeut un certain état naturaliste. Parce que dans tout ce que j'ai pu lire de psychanalystes qui émettent des doutes sur ce qui est en train de se passer, j'en ai vu beaucoup dans la presse à propos d'autres disciplines, d'autres partis politiques, mais chez les psychanalystes, je n'ai pas lu ça. La nature, on vous a dit tout à l'heure, quelqu'un vous a dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'appellerait pas ça le réel? Bien évidemment, au nom de l'enseignement que j'ai reçu de Lacan, c'est pas ça que j'appellerais le réel. Le réel en question, c'est le corps. Le problème, c'est pas la nature, c'est le corps, c'est le statut du corps. Hein? Le corps est sexuel. Le corps est sexuel. Femelle ou mâle. Voilà. Et la mort, c'est aussi du réel. La mort et le sexuel. Absolument. Et ça, c'est Lacan le dit très bien. Oui, c'est très clair. Alors d'un côté, il y a ça, et de l'autre côté, je serais plus spinoziste. S'il y a du réel dans la nature, c'est au sens de Deus sive natura, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire la nature. Alors, ça n'a rien à voir avec la religion, bien que, et je rentre un peu plus précisément dans le propos, bien que on peut ne pas être religieux sans pour autant ne pas s'inquiéter de ce que disent les textes religieux, de la façon dont ils sont entendus, et comme le disait Lacan, il n'y a aucune raison sous prétexte qu'on n'est pas religieux de ne pas se confronter à la mousse religieuse pour savoir en quoi nous en sommes affectés. Alors, dans votre propos, vous citiez les multiples raisons pour lesquelles un certain nombre de personnes émettent encore une fois des doutes sur la GTA. Je voudrais signaler un ouvrage qui vient de paraître qui s'appelle La reproduction artificielle de l'humain de Alexis Escudero, qui fait le point sur un certain nombre de ces questions et qui les fait à partir d'une position de gauche. Il dit, je vous le cite rapidement, « Je suis très énervé face à cette gauche qui, au motif de défendre la liberté et l'égalité pour tous, fait avancer des idées précisément contraires à ces principes. Historiquement mené par la gauche, le combat pour l'égalité était social, politique, économique et faisait fi des différences biologiques. Dans le débat sur l'extension de la PMA aux couples de lesbiennes, l'égalité défendue devient biologique. Ce qui est demandé, c'est la possibilité pour des personnes de même sexe de faire des enfants ensemble. On parle bien de faire advenir par la technologie une capacité biologique identique à celle des couples hétéros. C'est loin d'être un détail. D'abord, cette conception de l'égalité est celle des transhumanistes. Elle confie à la technologie le rôle d'effacer les différences biologiques. Selon elle, seules les biotechnologies, les manipulations génétiques et l'hybridation de l'homme avec la machine permettront d'atteindre l'égalité. C'est une forme de pessimisme libéral, un renoncement à la vie politique. Notre société étant incapable de permettre aux hommes et aux femmes de vivre selon leurs différences, on confie cette tâche au marché et à la technologie. Voilà, j'en ai fini avec ma longue introduction. Je rentre un peu plus dans le détail. Selon moi, la psychanalyse n'est pas une anthropologie, donc n'est pas une conception de l'homme, n'est pas une sociologie, donc n'est pas non plus une conception de la société, encore moins une doctrine politique.
La première difficulté que je rencontre dans la situation qui est la mienne aujourd'hui, que je partage avec un certain nombre de collègues, c'est de parvenir à faire entendre et faire reconnaître, sans savoir ce qui pourra bien advenir de ce que je vais dire, la voix singulière et le point de vue absolument spécifique de quiconque exerce au jour le jour la psychanalyse. Le psychanalyste, c'est en effet celui qui, pour parler d'un certain nombre de questions, tente de s'appuyer d'une part sur son expérience clinique, un terme probablement discutable, qui renvoie toutefois à un fait fondamental. Le psychanalyste, c'est celui qui se donne du temps, et même beaucoup de temps, pour savoir ce que les gens pensent vraiment, souhaitent, désirent vraiment, et pour élucider les ressorts de leurs aliénations. Beaucoup de temps, ça veut dire qu'avant qu'une opinion émerge et ne s'établisse à propos du désir de quelqu'un, à propos surtout de sa genèse, de ce désir, il peut se passer une dizaine d'années, à raison, comme on l'a entendu ce matin, de 3 séances hebdomadaires. Personnellement, c'était 6. Il y a donc d'emblée une distinction à faire entre le savoir du psychanalyste et celui du sociologue. Les résultats, pour ainsi dire, de l'enquête psychanalytique, si on peut parler comme ça, ne sont pas comparables à ceux de l'enquête sociologique où l'on demande aux gens « Que pensez-vous de telle ou telle situation ?» Comment voyez-vous les choses? Ça ne veut pas dire que ce type d'investigation est sans valeur. Elle a son utilité et sa pertinence. Mais elle est néanmoins d'un autre ordre parce que la psychanalyse est, pour reprendre le mot de Paul Ricoeur, une discipline du soupçon. Autrement dit, les énoncés qu'on nous y accueille n'y sont pas pris au pied de la lettre, même si c'est aussi une grande attention à la lettre, avec une grande attention à la lettre qu'on les écoute, bien sûr, sans toujours savoir quoi en faire d'ailleurs dans un premier temps. Au-delà de ce préalable, j'ajouterais également que si je tiens d'emblée à insister sur la dépendance du savoir psychanalytique à l'égard d'une expérience spécifique du temps, c'est parce que l'exercice de cette profession m'a appris que les solutions immédiates sont celles du rêve. Le rêve qui, comme idéologie, escamote le temps et ignore la contradiction. Le rêve, équivalent nocturne de l'idéologie, idéologie nocturne où tout est possible, ce que dans mon jargon j'appellerais une rêviologie. S'il faut donc se féliciter du caractère démocratique de l'échange des idées et des expertises, des vertus du désaccord pacifique et argumenté, il ne faudrait pas néanmoins perdre de vue qu'il peut arriver que le simple débat d'opinion ne soit pas suffisant pour désamorcer et neutraliser la dynamique hallucinatoire qui préside au rêve. Il se pourrait même que la démocratie soit plus particulièrement exposée aux séductions de ce déni de la loi et du temps. Il est clair, en tous les cas, que l'expertise proprement psychanalytique a à s'affronter à un malentendu récurrent qui est moins l'effet de la contradiction des points de vue que le symptôme d'une mésentente structurale qui tient à l'hétérogénéité de la temporalité psychanalytiquement pertinente. C'est du moins l'enseignement que je tire de 2 auditions récentes, l'une devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, l'autre devant la commission des lois du Sénat. J'en finis avec ces considérations par une citation de Paul Valéry. Voilà ce qu'il disait. Et je pense que ça importe dans la façon dont nous discutons de ces choses aujourd'hui. La démocratie, disait Paul Valéry, autrement dit le régime de la parole ou des effets de la parole, c'est ce qui se passe quand tout devient politique. Et politique en démocratie signifie à peu près dramatique. Tout y est relatif aux impressions d'un public. Ce sont les lois du théâtre qui s'appliquent. Simplification, illusion perpétuelle sous peine de rire ou de mort. Tout pour les faits, tout dans le moment, des rôles tranchés, ce qui est difficile à entendre proscrit, ce qui est difficile à exprimer n'existe pas, ce qui demande de longs préparatifs, une attention prolongée, une mémoire exacte, l'indifférence au temps et à l'éclairage se fait impossible. Alors, de façon générale, cette question de la stérilité, par exemple, certes, ça n'est pas une question nouvelle. Et déjà, dans ce texte qui fait tellement peur à certains, déjà, dans la Genèse, il est question de la stérilité des femmes, au point qu'on peut d'ailleurs se poser la question de savoir pourquoi il en est sitôt question. Pourquoi cette question nous vient d'emblée, quasiment, avec l'histoire, notamment, que vous connaissez bien sûr, l'histoire d'Abraham, de Sarah et de Agar.
commencement était la GPA. Et ben voilà. Voilà une idée qui est exprimée quand tout d'un coup on n'a plus peur du rapport au texte parce qu'il va dans le sens de ce qu'on voudrait soutenir. Sauf que justement, au commencement, quand on s'en réfère à ces textes, il n'est pas question de GPA. Non, il n'est pas question de procréation pour autrui. Sarah a le fantasme que puisqu'elle ne peut pas donner d'enfant à Abraham, alors pour que Abraham ait une descendance, il faudrait qu'il fasse un enfant à sa servante, ce qui est la traduction en français, mais en fait, en hébreu, c'est plutôt à son esclave. Il fait un enfant à son esclave, Agar. Cet enfant, c'est Ismaël. Mais quand Sarah prend ombrage de l'importance que prend Agar, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas tout à fait dans les catégories de la GPA aujourd'hui, elle lui demande de chasser son esclave et de la chasser avec l'enfant. C'est-à-dire l'enfant ne reste pas l'enfant d'Abraham, ni même l'enfant du couple Sarah-Abraham. C'est quand même une nuance suffisamment importante qui mérite d'être relevée. Et ce qui mérite aussi d'être relevé, c'est que tout ça se passe dans une société esclavagiste. Ça n'est possible que parce que là, les femmes sont esclaves. Il y a des femmes esclaves, il y a des hommes aussi d'ailleurs, mais enfin, il y a des femmes qui sont esclaves. Alors, je ne vais pas disserter là-dessus trop longtemps, je sais que ça va faire de la peine. Il me reste 5 minutes. Alors, j'en viens directement à ce qui m'importe le plus, c'est-à-dire la question de la filiation. Après 35 ans de pratique avec des adultes et des enfants, j'en suis arrivé à constater que la connaissance de sa filiation, et sur ce point donc je vous rejoins, la connaissance de sa filiation est la colonne vertébrale de l'inscription d'un sujet dans la possibilité de la connaissance. Vous aurez remarqué, je ne dis pas en bon acadien, inscription du sujet dans le symbolique. C'est pas de ça que je parle, mais bien de l'inscription d'un sujet dans la possibilité d'acquérir des connaissances. C'est une observation que j'ai pu faire au long cours après de longues années de pratique avec des enfants, et je voudrais vous en dire quelques mots. J'ai pu observer à de nombreuses reprises, et je pense que la plupart d'entre vous pourraient faire la même observation, que les enfants qui ont très tôt acquis une parfaite connaissance de leur filiation, au sens large du terme, c'est-à-dire capables d'identifier qui est leur père, qui est leur mère, qui sont leurs grands-parents, qui sont les oncles, les tantes, etc., ont une plus grande facilité que les autres à recevoir et à intérioriser des contenus d'enseignement. Plus ils trouvent facilement à s'inscrire dans le temps, car ça revient à ça, le temps humain structuré par des rapports sociaux et générationnels, et plus ils sont disposés à apprendre. Lorsqu'en revanche, ils ont été exposés à des blancs, ou à des trous narratifs dans la symbolisation de la filiation. Quand ils ont perçu qu'on leur racontait n'importe quoi ou que le récit était bricolé, on les retrouve, ces blancs, ces trous, et autres doutes, ou interrogations angoissées, sous la forme d'un symptôme spécifique, l'incapacité à retenir quoi que ce soit et à apprendre. Comme Aragon. Ces enfants ont un sujet troué comme une passoire. Sont des sujets troués comme une passoire. Pour eux, le savoir, c'est du chinois, mais au sens de l'instrument culinaire. Sur fond d'insécurité généalogique, le savoir n'imprime pas. Il ne fait pas trace. Je parle donc de là, d'un côté des enfants qui, d'être bien installés dans leur généalogie et leur filiation, peuvent apprendre absolument tout, voire n'importe quoi dès leur jeune âge, de l'autre ceux qui sont marqués d'emblée par une forme d'incertitude, de flou, voire de trahison ou de mensonge, et qui auront tendance à présenter des symptômes affectant leur capacité d'apprentissage. À quoi il faut d'ailleurs ajouter que le flou ou le mensonge, voire la fantaisie, ne sont pas seuls en cause. Il peut aussi s'agir de pure et simple impossibilité. Voilà, puisqu'il nous reste une minute, je vais avancer sur ce point. La chose suivante. Comment ça me paraît très important parce que, pour revenir à la GPA, bien sûr, on peut imaginer d'entendre toute cette question, de la reprendre comme étant un simple don. Mais d'abord, comme l'a déjà montré Marcel Mauss il y a fort longtemps, le don appelle un contre-don. Tout don est une demande.
Lacan parlait dans le séminaire sur l'éthique de la vanité des demandes et des dons. Donc la question, c'est de savoir, celle qui pratique ce don, ce qu'elle demande. C'est une question fondamentale. La deuxième question que ça pose, c'est, à partir du moment où on admet qu'il ne s'agirait que d'un don, la distinction que vous opérez, et qui est d'ailleurs reprise d'une certaine façon par Irène Théry, entre la GPA éthique et la GPA qui ne serait pas, c'est-à-dire l'encadrement, pose aux juristes même une question simple. Comment allons-nous vérifier que ce qui est encadré obéit aux règles de l'encadrement? Par exemple, sur la question du paiement. Comment va-t-on créer une police de la GPA qui vérifiera qu'il n'y a pas eu d'échange d'argent? Et vous avez invoqué les GPA telles qu'elles se pratiquent en Inde, dans les pays pauvres, donc l'esclavage des femmes, vous avez évidemment raison. Mais le vrai problème, c'est pas ce qui se passe en Inde, c'est pas ce qui se passe en Thaïlande. Le vrai problème, c'est ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire le marché tel qu'il est. Il y a un marché aujourd'hui qui est aux antipodes, dans notre société occidentale civilisée, qui est aux antipodes de ce que vous dites. C'est un marché, je n'ai pas le temps d'évoquer jusqu'à quel point c'est un marché milliardaire, et qui nous promet, pour les quelques années à venir, si nous adoptions ces mêmes restrictions que celles qui ont cours aux États-Unis, qui nous promet des années de lutte contre la marchandisation du corps et contre la marchandisation et l'esclavage du corps des femmes. J'aimerais passer tout de suite la parole s'il y a des questions parce qu'il faut accélérer. Alors, il y en a une collègue qui est au fond, Geneviève Morel. Est-ce que vous pouvez dire un autre? Je vous demande d'être bref, concis et rapide. Donc c'est juste parce qu'on a utilisé à plusieurs reprises des termes différents qui sont nature, désir, réel. Donc c'est peut-être important de dire quelque chose là-dessus. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je ne vois pas pourquoi on définit. Enfin, je pense que ce sont trois choses totalement différentes. Que la nature, c'est quelque chose qui est très difficile à définir, et d'ailleurs tout de suite, quand on parle de la nature, on l'interprète. Par exemple, quand un enfant naît, c'est la société, c'est le médecin, c'est quelqu'un qui décide que c'est un garçon ou une fille. Donc c'est un problème qui est bien connu. Parce qu'il y a des interactions, etc. Comment ? C'est victime. Non, c'est pas victime, c'est clair, c'est non. Non, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un dire quand l'enfant apparaît, qui est d'ailleurs qui traverse le temps, l'histoire et la géographie. Je vais peut-être finir, et puis vous répondrez après, ça sera peut-être plus simple. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui décide, qui interprète la nature, parce qu'il y a des cas, justement, où c'est ambigu. Premier point. Pour concilier du réel, moi, je reste à une définition du réel lacanienne, mais je suis d'accord qu'il y a beaucoup de définitions possibles, même chez Lacan, mais bon, c'est quelque chose d'impossible. Par exemple, bon, un désir d'enfant peut se présenter comme quelque chose d'impossible pour des personnes, quelqu'un qui n'a pas d'utérus, voilà, ça devient un réel. Pour quelqu'un d'autre, ça ne sera pas un réel. Donc c'est assez relatif à une subjectivité. Et troisième point, le désir, eh bien, le désir, après tout, c'est quelque chose qui est très complexe et qui pourrait aussi définir, qui est en jeu dans la filiation de manière première, primordiale. Par exemple, dans tout ce qui a été dit là, on n'a pas l'air de considérer, au fond, que, enfin c'est une question que je poserai à tout le monde, qu'au fond, le désir de vouloir un enfant est quelque chose de fondamental dans la filiation, aussi bien pour un psychanalyste que ça pourrait l'être pour un juriste. C'est-à-dire qu'au lieu de définir, par exemple, la maternité par le fait de porter un enfant, ou bien par le fait d'avoir donné des ovules, etc., il y a aussi la question de qui a voulu l'enfant. Par exemple, aux États-Unis, qui a fait le contrat, bon, c'est pris en compte. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'absolument essentiel, et ça fait partie de la maternité aussi. C'est-à-dire la mère qui a voulu l'enfant, ou le père qui a voulu l'enfant. Donc c'est une question que je poserai à l'ensemble de la table, mais aussi sur la question de la nature. Est-ce que définir actuellement, comme la loi le fait,
la mère comme celle qui accouche, ce qui me semble-t-il n'a pas toujours été le cas. Il me semble que parfois il y a eu un temps du droit où les enfants étaient définis par le mariage. Donc définir la maternité par l'accouchement, est-ce que justement c'est pas contradictoire avec le désir? Voilà, donc c'est des questions que je pose qui me paraissent importantes. Ça marche pas, micro. Mais bon, la voix suffit peut-être. Justement, il y a des pays comme Londres, plus proches de nous. On n'entend pas. On n'entend pas. Alors, c'est bon. Il y a des pays plus proches de nous, comme l'Angleterre, où la loi est claire. Il y a une loi qui autorise la GPA extrêmement cadrée. J'ai, dans ma consultation à Londres, le cas des gens, enfin, en particulier une personne qui a suivi le protocole anglais à la lettre, et il se trouve que son désir, une fois que son mari a eu un enfant avec une mère de surrogate, de substitution, il y a toute une série de points que le protocole anglais stipule, qui consiste dans le temps que la mère doit attendre, dans le temps que la mère soit de se défaire de son droit parental et la mère d'adoption adopte l'enfant. Néanmoins, le désir apparaît là parce qu'une fois que l'enfant est dans le couple et la famille, la mère dit « qu'est-ce que je fais avec cet enfant ?» Et là, la question de son désir apparaît. Je veux dire par là que la question du droit ne règle pas la question du désir. Juste une question à Geneviève Morel. À la naissance de l'enfant, vous dites qu'il y a eu une interprétation, c'est un garçon ou c'est une fille, mais il y a deux choses qu'on dit à la naissance d'un enfant. C'est un garçon ou c'est une fille, il est vivant ou il est mort. Est-ce qu'il est vivant ou il est mort, c'est une interprétation? Il y a une question là. Oui, c'est à propos du don. Nous connaissons tous le don qui met l'autre en tête, on le connaît forcément, mais il y a un don qui est au-delà de ça et c'est une question d'économie, c'est une question d'économie génitale. Alors que le don qui fait que l'on demande à ce qu'on vous rende quelque chose, il est dans l'économie anale. Je parle du collectif politique et psychanalyse. Une question là. Je parle en nom propre, pas du tout au nom de ma grand-mère, je n'ai pas beaucoup connu. La question qu'on ne se pose pas ici, c'est le rôle de la femme qui porte l'enfant. C'est-à-dire qu'on a quand même un lien quand on est enceinte avec ce qu'on a, on va dire, dans le ventre, même si après on n'aura pas le lien de filiation à proprement parler. Mais bon, je pense que c'est quand même intéressant de... si justement ce n'est pas uniquement un point de vue d'argent et qu'on le fait vraiment pour un don, c'est quand même un don qui est différent d'un don pour les hommes de spermatozoïdes ou un don d'ovules, où au final on n'a pas encore l'être, on va dire, qui se développe. Donc voilà, je voulais juste aborder le point. Quelle est votre question? Alors, ma question, c'est justement, au point de vue, que ce soit psychanalytique ou juridique, pour cette femme, quel est son rôle de femme là-dedans? Pas de mère, du coup, mère porteuse, comme on a dit, c'est pas vraiment le terme correct, mais en tant que femme, quel rôle se donner à tout ça? Je veux dire quelque chose. Justement, ce que tout ça fait apparaître, c'est que la mère, on ne sait pas exactement, ni le père d'ailleurs, on ne sait pas, il n'existe pas avant la naissance. C'est-à-dire que ce qu'on voit avec les nouvelles avancées scientifiques à propos de la procréation, c'est que, alors là pour le coup, on en revient au réel, c'est-à-dire à comment naissent les enfants, c'est-à-dire de quelle rencontre.
de la rencontre d'un ovocyte et puis d'un spermatozoïde, d'une gestation longue dans laquelle la femme la gestatrice est impliquée avec tout son corps, avec son psychisme, et puis aussi voilà, d'après à la naissance des parents, une mère, un père qui ont le désir de l'élever et d'éduquer l'enfant. Et c'est vrai qu'on ne sait pas forcément encore, mais c'est une telle révolution pour le coup anthropologique, en effet, cette nouvelle façon d'aborder les choses, et elle met en question à tel point tous les concepts, la conception de la conception qu'on a, que forcément on est surtout avec des questions. Mais en tout cas, ce qui est passionnant, c'est justement que tout ça se mette en mouvement et en réflexion. Je voulais juste, mademoiselle, pour répondre, ce qui se passe du point de vue du droit, en tout cas pour les États-Unis, en fait, pour éviter l'instabilité juridique, j'ai parlé de ça, si on parle de l'humain, et les revirements de décision de celles qui acceptent de porter un enfant, la question est réglée juridiquement devant une juridiction, c'est-à-dire qu'on doit vérifier. En fait, une chose qui est intéressante, c'est que si l'enfant qui naît a un défaut, dans le sens de il ne répond pas aux attentes, il a un handicap, il a je ne sais pas quoi, alors les gens prennent leur responsabilité. C'est-à-dire les parents d'intention sont parents dès lors qu'ils ont obtenu ce jugement de parents, les parental order. Et ils ne peuvent pas revenir sur leur engagement de la même façon que celle qui accepte de porter l'enfant ne peut revenir sur son engagement, ce qui évite, il y a eu plusieurs cas qui ont défrayé la chronique, les marchandages, en Belgique où il y avait des enchères pour un enfant, voilà, ça n'est pas possible, au moins c'est une clarification des rôles de chacun, et la chose qui est possible aussi, c'est que soit seuls les parents d'intention, le père et la mère, ceux qui ont désiré l'enfant, apparaissent sur les actes de naissance. Il y a des cas où la mère de substitution peut également apparaître sur les actes de naissance. Et moi, mon point de vue, si jamais, je ne sais pas pour le moment où on verront tous ces débats, mais si jamais la question se posait, je pense qu'il faudrait que cette femme apparaisse, parce que dans ma pratique professionnelle, ceux qui s'en sortent le mieux, parce que justement vous parliez d'inscription, de filiation, je trouvais que c'est dommage que vous soyez interrompu là-dessus, parce que je trouvais que c'était une objection pertinente sur le fait de reconnaître la place de celle qui a aidé le couple, de lui conférer une place, justement pour que l'enfant ne soit pas élevé dans un mensonge, dans une fiction, et qu'on lui fasse croire qu'il est né classiquement, etc. Je trouve que c'est important, peut-être pour lui, pour se construire, mais là je ne suis pas du tout psychanalyste, d'avoir cette place. Et ce que font les couples qui n'ont pas inscrit la gestatrice dans l'acte de naissance, ils maintiennent quand même des liens. Pour les plus nombreux, ils maintiennent des liens. Ça devient une marraine, je ne sais pas quoi, mais ils maintiennent le lien, ils ne le coupent pas. Pour la majorité, et il y a ceux qui, à l'inverse, disent non, c'est terminé, on passe à autre chose, voilà. Et là, il y a une rupture. Je pense qu'on devrait inscrire celle qui est portée dans l'acte de naissance. Il y a deux questions, et après on va devoir finir, mais c'est Susanna qui me dira si on a encore le temps. Il y a une question là, et puis une psychanalyste qui vient d'Argentine qui pourrait peut-être préciser quelle est la situation là-bas, et en particulier les mères. Oui, alors, je peux y aller parce qu'on m'a déjà donné l'objet. Alors, c'est une question qui sortira de quelques réflexions que je voulais apporter. J'ai été très très intéressée par le parcours que vous décriviez, qui vous a fait évoluer dans vos positions, ou tout simplement comprendre comment vous pouviez vous positionner. Vous avez parlé de l'accueil d'embryons,
Il se trouve que moi, je travaille depuis quelques décennies dans ce domaine du don de spermatozoïdes, du don d'ovocytes et de l'accueil d'embryons. Nous avons fait à l'hôpital Tenon une étude, on a quand même reçu 180 couples et on a tous été très surpris par le très petit nombre de couples qui donnaient pour l'accueil d'embryons. Malgré leur douleur, et c'est très douloureux, ils demandaient l'arrêt de conservation et ils demandaient éventuellement le don à la recherche. Mais donner, ça leur est très difficile. Et pourquoi? Parce qu'ils perçoivent déjà, c'est comme ça, cet embryon comme une sorte d'enfant. Il faut que vous vous rappeliez que les gens qui peuvent donner ont déjà eu des enfants. Donc ces embryons font partie de la cohorte des embryons qui ont donné l'enfant. Donc juste à ce niveau-là, c'est tellement douloureux qu'ils n'arrivent pas à donner. Alors, la dame tout à l'heure a parlé de la donneuse, et effectivement, moi je comprends très bien, je reçois à longueur de vie, 3-4 fois par semaine, des couples qui viennent me dire leur souffrance de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Et ils sont prêts à presque tout, et ils s'adaptent par étapes. Donc oui, beaucoup seraient favorables à recourir à une gestatrice pour autrui, bien sûr. Donc le problème, c'est pas eux, on les comprend, ils veulent un enfant, et ils sont prêts à tout pour ça. Mais qu'en est-il pour celle qui va porter? Et vous avez raison, enfin, on sait un certain nombre de choses, et on sait notamment qu'il y a une vraie relation qui s'établit dans le corps de la femme. Et du coup, j'ai lu un livre de Madame Fabre-Magnan, je crois, qui me semblait comme une clinicienne du droit. Enfin, et c'était remarquable, ces situations réelles qu'elle décrivait, où des gens, où des femmes souffraient tellement qu'elles ne voulaient plus lui donner, quoi. Elles étaient devenues, justement, la mère de l'enfant qu'elles portaient, don d'ovocytes ou pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très complexe. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Question. Ma question. Je ne peux pas répondre à votre parce que chacun sa place, mais du point de vue de ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, c'est que tout le monde est criblé psychologiquement. Alors, je ne sais pas si c'est une garantie. C'est le fait d'être évalué pour savoir si on se drogue, si on... Et si on a l'attitude psychique de participer à une telle opération. C'est aussi bien pour les parents, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas le... Alors ça, on entend toujours des solutions. Mais, pareil, pour celle qui va porter. C'est sûr qu'il n'y a pas de garantie, parce que j'imagine que quand on portait un enfant pour un autre, c'est une démarche qui, évidemment, engage absolument le corps. Et c'est vrai que, d'ailleurs, au cours de ma pratique professionnelle, je me suis posé évidemment à un moment donné, parce que j'étais dans l'abstraction du droit, et à un moment donné, j'ai réalisé l'incarnation, mais j'ai mis du temps. C'est vrai, donc je me suis posé la question. Parce qu'on m'a fait l'objection, on m'a dit, mais attends, là, ce que tu dis, c'est bien, mais et la place de celle qui porte. Et c'est vrai que celle qui porte, alors, dans les contrats qu'elles signent, elles ont les contrats américains leur rappellent que il y a un risque létal, il y a un risque mortel lié à la grossesse. Vous avez, quand elle signe, c'est écrit non seulement c'est assez on est dans l'histoire de vie, mais il y a aussi la mort. Et ça, c'est envisagé. Donc c'est vrai que peut-être qu'en cours de gestation, les choses évoluent. En tout cas, la question, du point de vue du droit américain, elle est pensée, elle est posée, elle est évaluée. On vient de nous faire un don. Monsieur Federico Ossola m'annonce qu'on a 20 minutes de plus de discussion. Non, on avait prévu de conclure à 19h, donc voilà. Il faut se demander qu'est-ce que tu vas nous évoquer. Je passe la parole à Patricia Factolovic, qui est argentine, psychanalyste, et qui est à Paris de passage. Elle fait
le plaisir d'être là et de passer. Muchas gracias. Quelqu'un qui traduit? Bah toi. Bueno, gracias. Lo que puedo aportar a esto que se dijo Ce que je peux apporter à ce qui a été dit, es que en la Argentina, después de las dos leyes c'est qu'en Argentine, après les deux lois que enunció Susana Elkin, que modificaron qui a annoncé Susana Elkin et qui a modifié lo que yo llamo la moral sexual cultural de la época. Ce que j'appelle la morale sexuelle culturelle de l'époque. Estábamos esperando una modificación Nous étions en train d'attendre une modification del Código Civil du Code civil que se hizo recientemente, qui a été faite récemment, donde iba a entrar la aprobación, la legalización del aborto il devait rentrer la légalisation de l'avortement y de la donación de vientres. et de la donation de ventre, comme ça s'appelle en Argentine. Esos dos puntos Ces deux points, eran muy importantes c'était très important porque el aborto es una de las causas primeras de mortalidad femenina. C'était très important parce que l'avortement, c'est une des causes les plus importantes de mortalité féminine Pero, en Argentine. sí, pero Mais eso no sucedió. Ce qui était attendu pour la modification de la loi n'a pas eu lieu. Hubo una modificación del Código Civil, pero en último momento esos dos puntos quedaron por fuera. Il y a eu une modification du Code civil, mais à la dernière minute, ces deux points sont restés en dehors du révélement de la loi, du Code civil. Antes de eso hubo una declaración del Vaticano Avant ça, il y a eu une déclaration du Vatican y del Papa, et du pape, que todos sabemos que es argentino y que tiene una influencia importante en lo que sucede, et qui a une influence très importante dans ce qui se passe en Argentine. donde una de las cosas que decía era que Une des choses qu'il disait, c'était que podría suceder il pourrait arriver que las mujeres de baja condición social pourrait arriver que les femmes de basse condition sociale, fueran contratadas y utilizadas il se pourrait que les femmes de basse condition sociale puissent être engagées para como vientres comme ventre y que se volviera a una explotación. et que nous revenions à une exploitation. Finalmente eso entonces esos dos puntos no sucedieron. Donc ces deux points qui devaient être modifiés dans le Code civil n'ont pas été modifiés. Je voulais juste ajouter qu'en Argentine, lorsqu'il y a quand même la loi du genre, l'avortement reste interdit. Oui, comme on l'a dit en introduction, l'Argentine a des lois soi-disant progressistes, mais elle a aussi un autre aspect qui est un petit peu moins, tout en ayant des personnalités argentines dans des fonctions très anciennes, le pape, donc on a aussi une reine aux Pays-Bas. Mais aussi, comme vous savez, les footballeurs en Argentine, c'est un pays qui peut aborder beaucoup de points. En tout cas, en ce qui concerne la GPA, il y a eu un cas que j'ai énoncé rapidement au début, où en effet la magistratrice a accompagné tout le processus avec les parents, ils étaient ensemble, c'était une amie qui avait proposé d'accompagner sa copine justement dans cette gestation. Et en effet, la cœur létal a existé puisque une fois que la gestatrice a accouché, peu de temps après, elle a eu un infarctus, elle a été en réanimation.
en réanimation. Le cas était assez grave, ils ont eu peur pour sa vie et ils sont sortis après. Mais c'est vrai que, bon, le cœur, il n'y a pas que le ventre, il y a le cœur aussi qui a risqué gros. Bon, ils sont sortis et les liens continuent. C'est-à-dire que la gestatrice fait partie de ce projet, fait partie de cette naissance, en tout cas dans ce cas-là, Argentin. Ouais. Il y a une question. Vous parlez tous de la gestation pour autrui et vous n'avez pas parlé du tout de l'adoption. Finalement, pourquoi est-ce qu'on s'emmène à essayer de trouver une gestation pour autrui alors qu'il y a l'adoption et qu'une des solutions peut-être à cette demande si forte d'avoir des enfants par des femmes stériles qui n'ont pas d'utérus serait la simplification de l'adoption. En France, il y a tous les jours des enfants qui naissent sous X, tous les jours des enfants qui sont adoptés et aussi beaucoup d'enfants qui vivent en foyer. Et pareil dans tous les pays développés, que ce soit en France ou ailleurs. Et peut-être que simplement revoir les lois sur l'adoption, les simplifier et permettre à des familles d'adopter plus facilement réglerait une partie de cette question. Parce que la gestation pour autrui, ça implique quand même de donner, en tout cas pour la gestatrice, pour la femme qui porte cet enfant, d'abandonner aussi une part d'elle-même. Parce que quand on porte un enfant, personnellement je l'ai jamais porté, mais j'imagine qu'il y a un lien très fort qui se crée, on imagine l'enfant qu'on a en soi, et justement c'est aussi une des choses qui rend très difficile pour moi cette question. Je suis pas très claire, je suis désolée. Oui, mais je pense que tout ce qui tourne autour de cette question et parfois on essaye d'aller au-delà des limites du corps humain et de la psyché humaine, alors que finalement il y a des solutions beaucoup plus simples. Et rendre l'adoption plus facilement possible est une de ces solutions, je trouve. Ah, voilà. Merci. Peut-être que vous vouliez répondre à la question de madame avant que je poursuive. Bon, juste, je voulais prolonger ce que madame vous avait dit par rapport à la situation des femmes et du droit en Argentine, et que je trouvais passionnant. Pourquoi? Parce que vous avez dit que l'Argentine se posait la question, en même temps, de légaliser l'interruption volontaire de grossesse, et en même temps de légaliser la gestation pour autrui. J'ai entendu dans le compte rendu de Michel, parce que je suis du mouvement Libération des femmes, que, évidemment, lorsque il y a eu pour nous, les femmes dans le mouvement avec Enculé de Fou, la question de la libéralisation de l'avortement qui était interdit, on reviendra sur la portée de l'interdiction en droit, qui était interdit, ça a été évidemment le premier pas, et là l'Église s'y intéresse de près, pour la maîtrise de la fécondité par les femmes. C'était ça l'inscription. Et l'inscription, ce que l'on disait à ce moment-là, c'était pas pour l'avortement, c'était l'inscription, le premier pas de l'inscription d'un droit des femmes à la procréation. Et c'est là le lien avec la gestation pour autrui, c'est que pour la gestation pour autrui, c'est la même chose. On pourrait dire que inscrire symboliquement dans le droit la gestation pour autrui, c'est la deuxième étape ou la troisième étape de la libération des femmes qui passe de toute façon par la maîtrise de la fécondité. Et l'Église, en effet, ne s'y trompe pas, qu'elle soit catholique ou autre. Voilà, ça c'était un premier point, c'est-à-dire c'est pour marquer la sortie de l'esclavage des femmes. Deuxième petite chose en rapport avec la filiation, et ça c'est aussi une me question, donc vous avez vu, M. Vinter, que évidemment sur la question de la filiation c'est très 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 important. Je partage la problématique que cela pose de la filiation. Mais je rappelle que la première loi en France qui s'est inscrite après l'apparition du mouvement Libération des femmes dès 68, c'est une loi de 1970. Et elle portait sur
l'abolition de la notion de puissance paternelle dans le Code civil français. Car jusqu'à 1970, et donc jusqu'à l'apparition des femmes comme force politique, il y avait toujours la notion, dans le Code civil français, de puissance paternelle. Et loi qui a précédé celle de 1972 sur l'égalité des filiations. Alors là, c'est intéressant. Parce que pour pouvoir prétendre à un principe d'égalité des filiations en droit français, il a fallu d'abord abolir la notion de puissance paternelle. Le droit connaît son importance symbolique. Et je dirais, pour finir, quelle est la dernière loi, en droit français toujours, et vous serez surprise, madame, du Code civil français, quelle est la dernière loi et à quelle date concernant la filiation en droit français par rapport aux femmes, ou à la filiation en général? Eh bien, c'est que très tardivement, la France, uniquement en 2013, c'est-à-dire il y a à peine un an, a levé la dernière réserve qu'elle avait faite à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et cette réserve portait sur la transmission à l'enfant du nom de la mère. Alors, si le droit méconnaît la faculté symbolique, en tout cas en matière de filiation, elle ne l'a pas ignorée, et elle a maintenu, de manière résistante politiquement, elle a maintenu donc la non-transmission du nom de la mère à l'enfant en droit français, en code civil français, jusqu'en 2013, où Mme Najat Vallaud-Belkacem s'est félicitée de cette disparition du droit français. Merci pour votre commentaire. On a fait ici depuis quelques minutes. Pour abréger, je crois que une petite réponse de Winter qui me demande la parole, et après, c'est fini jusqu'au prochain colloque qu'on aura organisé. Alors, de façon extrêmement brève, lors de mon audition devant la commission des lois du Sénat, j'ai proposé, ce qui a retenu l'attention par exemple de la sénatrice Catherine Tasca, j'ai proposé que sur les actes d'état civil, donc livret de famille et acte de naissance, soit inscrit le nom de la mère gestatrice. Parce que ce qui m'est souvent opposé, c'est que, ah, mais vous faites des procès d'intention à tous ces gens-là, bien sûr qu'ils raconteront l'histoire telle qu'elle s'est passée. Je faisais remarquer qu'aucune loi ne peut imposer à qui que ce soit de dire la vérité. Et que beaucoup d'enfants adoptés, par exemple, ou pas adoptés d'ailleurs, qui sont nés dans des conditions acrobatiques, ce qui est notre cas à tous à peu près, ont su au moins des faits le jour où, par hasard, comme on dit, ils ont accès tout d'un coup au livret de famille et qu'ils y trouvent une mention dont on ne leur avait jamais parlé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport à votre excellente intervention sur le destin des mères porteuses. La clinique que nous commençons à avoir et à accumuler, nous montre qu'effectivement, ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple pour elles, mais ça ne concerne pas que les mères porteuses. Les mères porteuses, je prends l'expression, mon excuse, telle qu'elle est diffusée dans les médias. Les mères porteuses sont censées avoir eu des enfants à elles. Ces enfants, donc, assistent pendant plusieurs mois à la grossesse qui va aboutir au don de ce que, alors là, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec votre expression, au don d'un produit. Ce produit, évidemment, les enfants de la mère porteuse vont se poser la question de savoir ce qu'il en est et de ce que peut être le désir d'une femme qui peut faire un enfant. Alors là, je sais que ça pourrait susciter peut-être que ça reste civilisé, si, largement, eh bien, j'ai souvent l'impression que ce qui s'oppose, c'est ce qu'il en est pour les femmes stériles de leur désir d'enfant et donc du droit à l'enfant, qui s'oppose à ceux qui essayent aussi de penser justement avec la longueur de temps à ce qu'il en est du résultat pour tous les protagonistes et notamment pour les enfants. On va poser la question à Richard III, qui vient de poser un petit problème pour la commande de l'Angleterre. Pardon? Il dit qu'il y a des voix, enfin bref, c'est un autre soir. Je pense que la journée se conclut là. Je vous remercie tous d'avoir été ici, d'avoir respecté les temps. Malheureusement, je sais qu'on est tous un peu frustrés, j'espère pour le prochain colloque. En tout cas, ce n'est pas fini. Tout d'abord, je tiens à remercier les trois intervenants de cette table, parce
qu'en effet, je suis d'accord avec Jean-Pierre Hubert, on a quand même pu en parler. Je pense que l'association se veut aussi une plateforme où des avis différents puissent se parler et s'entendre. Donc je vous remercie tout particulièrement. Mais ce n'est pas fini, parce que maintenant, on vous invite tous à passer à la salle d'à côté. Il y aura une démonstration de tango, un solo de tango. Donc, c'est une femme, très gentiment va nous faire quelques tangos. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire dans une en effet, et la fête n'est toujours pas finie, parce qu'après, il y aura des empanadas et vino. Et bien entendu, on vous invite pour la prochaine fois, mais on vous tiendra au courant. Laissez-nous vos mails pour qu'on puisse vous informer. Merci et on se voit là.